Monsieur Claude Denis, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour participer à cet entretien. Monsieur Denis, on vous connaît surtout par le fait que vous avez été directeur des ressources humaines au d'abord Carrefour Jeunesse Rosemont, qui est devenu le Carrefour des jeunes de Montréal, avant d'être une des organisations qui font partie maintenant du Centre jeunesse de Montréal. Dans votre parcours, ce qui était entre autres intéressant, que je trouve particulièrement intéressant, c'est que vous avez connu des époques, je ne veux pas dire que vous êtes un ancêtre, mais vous avez connu des époques très différentes. 3/4 de siècle. 3/4 de siècle, bon. Alors, vous avez connu des époques très différentes. Vous avez été vous-même ce qu'on pouvait, je suppose, appeler à l'époque pensionnaire d'un des centres qui est à l'origine des centres jeunesse de Montréal, faisait Dominique Savio. Je ne sais pas si on disait pensionnaire, probablement, là, à l'époque. Vous y êtes entré à quel âge? Vous étiez là, à quel moment? C'est en 1950. Je suis rentré au Buissonnet, qui était un orphelinat. Je suis de 50 à 57, je suis resté au Buissonnet. Mais le Buissonnet est devenu Dominique Savio en 1953. C'était dirigé, les Buissonnets, c'était une œuvre du diocèse. Puis après ça, ça a été confié au religieux de Saint-Vincent-de-Paul en 1953. Et c'est devenu le centre Dominique Savio. Et c'est là, c'est devenu le centre Dominique Savio. Vous y étiez encore à ce moment-là? J'étais élève jusqu'en 57. Je suis sorti en 57. Donc, vous avez été... De 50 à 55. De 50 à 55. Ouais. Vous dites élève. Alors, c'était qui la... Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous étiez élève là? Pourquoi vous étiez pensionnaire? Bien, en 50, moi, mon père est décédé. Ma mère est hospitalisée. Il restait 5 enfants à la maison. Il y en avait 5 qui étaient adultes. Puis, on a été séparés, toute la famille a été séparée à ce moment-là. Mes 2 frères les plus jeunes sont allés dans des foyers sur une ferme. Il y avait 6 ans, 7 ans. Ma petite sœur est allée dans un centre un couvent qui appelait, à Montréal. Puis, mon frère et moi, on est rentrés ici, au Buissonnet, qui est un orphelinat. C'était courant, ça, à l'époque? C'est quelque chose qu'on rencontrait fréquemment, c'est-à-dire que des enfants comme ça, de familles nombreuses, étaient placés dans des institutions de cet ordre-là? En fait, il n'y avait pas, à ma connaissance, il n'y avait pas beaucoup d'orphelins. C'était plus des jeunes qui provenaient des familles où les parents n'étaient plus en mesure d'assumer leurs responsabilités. C'était la clientèle qu'on rencontrait dans une institution comme celle-là. C'était pas des jeunes qui avaient besoin nécessairement de réadaptation. C'était un lieu pour les sécuriser, plus que d'autres choses. Puis quand il y a eu le passage des Buissonnets au centre Dominique Savio, est-ce que ça a changé quelque chose? Bien, pas avant. Je vous dirais que jusqu'en les années 60, au moment où ils ont transféré ici, sur la rue Saint-Hubert, dans un édifice nouvel. Auparavant, c'était où? C'était sur la rue Sainte-Catherine, là où est la place des Arts aujourd'hui. C'est une vieille bâtisse, c'était effrayant, là. Qu'est-ce qu'on trouvait comme activité à ce moment-là? Ce qui était particulier... C'était quoi la vie? Ce qui était particulier, c'est qu'il y avait peut-être 200 élèves, là, puis 200 élèves, je pense qu'on ne disait pas étudiants, je pense qu'on disait des élèves, je pense. On était 200 élèves environ. Puis, on vivait en groupe, évidemment. Les dortoirs, c'était des dortoirs de 90, 60 enfants. Puis, le réfectoire, je ne sais pas si ça se dit, c'est le bon mot, c'était la salle à manger, mais je pense que c'est ça, le réfectoire. C'était aussi l'endroit où les 200 mangeaient. Là, il y avait des grandes tables, on était 12 ou 14 par les grandes tables. Puis, toutes les activités se faisaient surtout à l'extérieur, mais toujours en groupe. Pas en groupe de 200, mais c'était des jeux
traditionnels qu'on retrouvait dans les écoles, là, ballon chasseur, du drapeau, je me souviens plus c'est quoi, mais tu sais, jouer au hockey avec une rondelle à terre. Bon, mais c'était beaucoup d'activités à l'extérieur. Puis j'imagine C'était l'école, les périodes d'études. Puis l'école était à l'intérieur également, dans ce temps-là. Il faut se rappeler que c'est seulement dans les années 70 que le ministère a obligé que les jeunes soient intégrés dans les écoles régulières. Ce qui fait que, dans le fond, c'est un peu comme tout le système des collèges. Oui, absolument. On peut dire que c'est comme... C'est une école... C'est un pensionnat, c'est un collège. Les intervenants, jusqu'en 1953, c'était ce qu'on appelait des surveillants. À cette époque-là, il n'y avait pas de formation pour préparer les gens à travailler dans ces milieux-là. C'était des gens qui étaient dédiés, qui aimaient les jeunes, qui voulaient les aider. Puis, est-ce que c'était les frères? C'était la communauté de 50 à 53, qui étaient des surveillants? Non, de 50 à 53, c'était des laïcs. Puis moi, j'ai des bons souvenirs de la façon de travailler avec nous autres. C'était des gens qui étaient stricts, qui étaient sévères, qui étaient exigeants, mais il n'y avait pas le choix. Les autres, ils étaient deux dans un dortoir pour surveiller les jeunes, par exemple. Puis après, en 1953 est arrivé les registres Saint-Vincent-de-Paul. Là, ça a changé complètement le climat. C'était quelque chose de plus humain, de plus... on était plus important, je pense. C'est là que vous avez déménagé sur... Pas tout de suite, non. C'est en 1960 que j'étais plus là, moi. OK. OK, vous n'avez pas été élève, là, toujours j'étais élève à Dominique Savio. Jusqu'en 1957 seulement. Sur la rue Sainte-Catherine. Sur la rue Sainte-Catherine. Les anciens. OK. Puis, là, quelle formation vous êtes allé chercher? Parce qu'après ça, vous allez être, puiser de l'autre côté de la clôture. Vous allez devenir intervenant. Bien, moi, j'ai été éducateur à Dominique Savio en 1960 jusqu'en 1967, je pense, 66-67. J'étais chef de service pendant 5 ans. C'était quoi la formation que j'ai eue? Non, mais avec ce que vous avez... oui, c'est vrai que je vous avais posé cette question-là. Il n'y avait pas de formation spécifique. On travaillait dans cette époque-là, comme quand tu devenais un jeune éducateur, tu étais tout rattaché avec une personne qui avait une expérience de vie comme intervenant. C'était un peu comme du mentorat. Absolument. Mais qui lui-même n'avait pas de formation spécifique. Puis moi, j'ai en 66, 67, peut-être, que j'ai suivi la formation d'éducateur de groupe qui se donnait à l'École normale Jacques-Cartier. C'était la première fois qu'on avait identifié une formation où on pouvait travailler avec des groupes d'enfants. Il faut se rappeler qu'à cette époque, les institutions, c'était des gros groupes. Comme je dis, au dortoir de 90, aujourd'hui, nos jeunes se retrouvent là où il y a encore des établissements, peut-être 15, peut-être 20, tu sais, maximum, alors que nous, on était à 90. Puis quand vous êtes devenu éducateur comme ça à Dominique Savio, c'était qui la clientèle à ce moment-là? Est-ce que c'est encore des jeunes dont les familles ont des difficultés financières? C'est surtout des jeunes qui avaient des difficultés. Mais je pense qu'il y avait plus de difficultés identifiées. Là, on peut parler de troubles de comportement on parle de la clientèle. Oui, puis il parlait de délinquance dans ce temps-là. On parle de délinquance. On parlait de délinquance. Quel âge ils avaient, les jeunes qui étaient là? À Dominique Savio? Oui. C'était si ma mémoire est bonne, c'était de 12 à 21 ans. Les premiers, 12 à 21 ans. Oui. La majorité de l'époque. À l'époque, la majorité était à 21 ans. C'est ça. OK. Puis l'avantage qu'il y avait, c'est que c'est des groupes de 50 au lieu des gros groupes quand tu es arrivé sur la rue Saint-Hubert. Qu'est-ce qu'on fait avec un groupe de 50? Qu'est-ce qu'un éducateur fait comme activité? C'est quoi le régime de vie, disons, généralement là-dedans? J'imagine que là, il y a le scolaire qui prend de la place aussi. Il y a le scolaire, mais il y a aussi... je pense que ça devenait plus... Je le dis avec beaucoup de réserve, mais c'était plus personnalisé. Tu te sentais plus une personne dans un groupe comme ça.
l'intervenant était plus proche de toi. Et tu sentais, tu sais, une présence plus, je dirais pas clinique, là, mais plus une présence de... Mais comment vous faisiez pour accorder là, ce temps-là, disons, à chaque jeune? Il y avait combien de jeunes dans votre groupe? 5 ans. 50. Puis vous étiez combien d'éducateurs pour... Trois, incluant le chef de service. 3, incluant le chef de service. Puis là, on parle du 24/7, là. On parle de 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Absolument. Mais évidemment, la nuit, on n'assumait pas ça. On Non, l'assumait parce qu'il y avait des proposés de nuit. Là. Mais ce qui rendait la vie plus facile, c'est qu'il y avait plus d'espace. Il y avait un gymnase en bas, la salle de vie au centre, le dortoir en haut. Puis, tu pouvais diviser les jeunes en groupes, en équipes, puis travailler plus avec des équipes de jeunes. Tu sais, on divisait, moi, en tout cas, mon groupe était divisé en groupe de 10. Puis, tu identifiais un éducateur, un intervenant qui s'occupait particulièrement d'un groupe. Pas en journée longue, mais c'était la référence. Il y avait une personne qui était référence. Un peu comme un tuteur. Un peu comme un tuteur, alors que ça devient plus individualisé un peu plus tard. Ouais. Puis là, si on a affaire avec des problématiques un peu plus importantes, là, comme on dit, là, il peut y avoir le problème de comportement, de délinquance. Est-ce qu'il y avait un programme il y avait pas particulier ou c'était vraiment tout un système d'activités? Il n'y avait pas de salle d'isolement, par exemple, à cette époque. Quand un jeune se désorganisait beaucoup, c'était le chef du service qui suivait cet enfant-là, en l'isolant un peu. Puis qu'est-ce qui arrivait si un jeune présentait des difficultés trop grandes pour être capable d'être assumé par ce milieu-là? Bien, moi, je n'ai pas vécu où on a été obligé de demander qu'il soit déplacé. Ouais. Moi, je n'ai pas connu ça, là. D'accord. Et je ne dis pas que ça n'existe pas, mais chez moi, je n'ai pas connu ça. On réussissait toujours à aller le chercher à un moment donné. Est-ce que vous avez connu des transformations là, pendant que vous étiez là? Au niveau de notre approche avec les jeunes? Au niveau de l'approche, au niveau de la professionnalisation, est-ce que ça a changé? Quand est-ce que ça a commencé à changer, disons, comme la formation des éducateurs? Bien, voyez-vous, moi, j'étais probablement un des premiers là, qui a eu une formation en éducateur de groupe. Après ça, il y avait un sociopédagogue qu'on avait engagé, qui était un éducateur. Je ne sais pas si ça existe encore, cette profession-là. Alors, on engageait des gens qui avaient plus de formation, mais pas nécessairement en éducation, parce que c'était restreint à ce moment-là. Quel genre de formation, vous vous souvenez? Bien, je ne sais pas comment on appelait ça, mais c'est comme des techniciens en loisirs. Il n'y avait pas une formation ça allait plus vers l'animation de groupe. C'est plus dans le sens de l'animation. Mais ça a toujours été centré sur ça. Et moi, que l'intervention, c'est toujours, évidemment, par le groupe. C'est toujours... on utilisait le groupe pour socialiser les jeunes, ça c'est sûr. Mais moi, j'ai été privilégié. J'avais un collègue qui avait fait sa psychoéducation et qui devenait mon superviseur, si tu veux, non officiel, mais officieux. Je référais toujours à lui quand je rencontrais des difficultés particulières avec des jeunes, comment s'y prendre, etc. Puis c'était extrêmement aidant. Extrêmement aidant. Il était très compétent. Puis en quelle année, ou à peu près? À quel moment il commence à y avoir l'arrivée peut-être des éducateurs, psychoéducateurs, éducateurs spécialisés? Bien, éducateur spécialisé, je n'ai pas connu ça à Dominique Savio. D'abord, les psychoéducateurs. Quand je suis parti jusqu'en 1966, on n'avait pas beaucoup de personnes. Le directeur qu'on appelait le directeur de réadaptation, nous autres, je ne me souviens plus comment on appelait le nom du directeur, mais lui, il était psychoéducateur de formation. Alors, il était une ressource importante également. Là.
Quand vous avez quitté en 66, est-ce Ouais. que c'est à ce moment-là que vous venez au Carrefour Jeunesse Rosemont? Non, Non? je suis allé à Trois-Rivières, au Patrouille Saint-Charles de Trois-Rivières. Et là, ma surprise, c'est qu'on est arrivé au Patrouille Saint-Charles de Trois-Rivières. Là, c'est des groupes de 24 jeunes au lieu de, Au des lieu de groupes 50? Ouais. Puis j'ai réalisé pour la première fois dans ma vie que j'étais tellement content de retrouver cette formule-là où ils étaient moins nombreux. Sauf que c'était extrêmement exigeant pour nous autres. Ça nous demande plus, je pense. On pense que c'est plus facile, mais je ne suis pas certain que c'est plus facile d'en avoir moins. Moins tu en as, plus tu vois les problèmes, plus tu les identifies, plus c'est difficile dans ce sens-là. Tu sais. Parce que là, là, ça vous permet de personnaliser un Tu peu. vois vraiment Là, c'est plus seulement tu vois les l'approche du problèmes. grand groupe. Tu vois les problèmes qu'ils vivent, les jeunes. Puis ça, est-ce que ça vous amenait à intervenir de façon différente par rapport à ce que vous aviez déjà vécu, expérimenté avant? Oui, bien moi, quand je suis arrivé au Patrouille Saint-Charles de Trois-Rivières, je suis allé au Patrouille Saint-Charles de Trois-Rivières pour poursuivre ma formation au niveau universitaire en éducation de groupe, qui ça s'appelait la génagogie, l'éducation de groupe. Alors, puis j'avais eu l'idée de prendre des stagiaires pour aussi pour leur rendre service, mais pour nous rendre service aussi, parce que ça, en même temps, ça nous apportait à nous. Mais il n'y avait pas, à ce moment-là, je ne connaissais pas les intervenants, comme on appelle, les éducateurs spécialisés. C'est seulement quand je suis arrivé au Carrefour. Là, c'est après votre passage à Trois-Rivières que Là, je suis arrivé au Carrefour. que vous êtes au J'avais Carrefour. postulé pour le poste de directeur des services de réadaptation. Ça s'appelait directeur de groupe, une affaire comme ça. Puis à ce moment-là, le Carrefour Jeunesse Rosemont, c'était l'orphelinat Saint-Joseph. Hein? C'était l'orphelinat italien. L'Orfanatorfio Italiano San Giuseppe. C'est l'orphelinat italien Saint-Joseph, qui était dirigé par des religieuses, mais qui, là, ils passaient le pouvoir aux laïcs. Alors, c'était la première fois qu'on engageait un directeur Là, on de est en groupe. quelle année à ce On moment-là? était en 1972. Ah, OK. C'est la première fois qu'on engageait un directeur de réadaptation, pas de réadaptation, c'est un éducateur de groupe qu'on appelait dans le temps. Puis un directeur général laïque. Puis comment, à votre arrivée, là, à ce moment-là, donc dans le passage de l'orphelinat au centre d'accueil, parce que là, on va parler d'un centre d'accueil, ça se passait comment? Est-ce que c'était là aussi des groupes? D'abord, c'était des enfants? C'était des 6-12 ans? C'était des 6-12 ans, puis c'était des Garçons groupes, et filles? garçons et filles. C'est des groupes de 24, je pense. De 24? Oui. À ce moment, quand on est arrivé, c'était des groupes de 24. Des groupes de 24. Est-ce que vous connaissiez déjà Puis, comme formule? Il y avait une religieuse qui travaillait encore auprès des enfants, mais les autres travaillaient plus dans la cuisine des religieuses. C'était des laïcs qui assumaient les enfants. Alors, qui étaient ces intervenants-là? Et Là, c'était comme ce que vous aviez connu aussi, plus genre moniteur, ou c'était des éducateurs? Oui, mais là, il y avait au moins 3-4 éducateurs spécialisés. Ah, OK, c'était des Ouais, éducateurs spécialisés. ça, c'est des produits de Édouard Montpetit, le collège Édouard Montpetit, je pense, qui a parti cette formation-là. Mais ce sont les religieuses qui avaient donc engagé, qui avaient déjà pris cette tangente-là d'engager des éducateurs spécialisés? Il engageait du personnel, mais il n'exigeait pas de formation. Ça donnait qu'il y a eu ces personnes-là qui se sont intégrées. Parce que ces personnes-là ont postulé à des postes. Puis ils avaient des besoins, alors Mais ce n'était pas une exigence non. de l'établissement ici. Quand on est arrivé, ça a changé complètement. Qu'est-ce que vous avez fait? Bien, d'abord, nous autres, Quand vous dites « nous », ça, c'est le nouveau directeur général. Le nouveau directeur et moi, on a décidé qu'il faudrait que notre personnel soit formé. Il faudrait tenter lorsqu'on engage le personnel, d'aller chercher des gens plus qualifiés. On ne se limitait pas
ou technicien en éducation spécialisée, mais comme éducateur, on pouvait engager un criminologue, un orthopédagogue, mais il fallait qu'il soit, on l'engageait, mais comme éducateur et non pas comme dans sa profession. Comprenez, on peut avoir un psychologue, mais on l'engageait comme éducateur et non comme psychologue. Puis là, nous, on a décidé qu'on faudrait former notre personnel, et pour ce faire, c'était quand même un gros projet. On a décidé de rencontrer les gens d'Édouard Montpetit, puis de demander si c'était possible d'organiser la formation chez nous, au Carrefour des jeunes de Montréal. Pas nécessairement un diplôme d'éducateur spécialisé, mais une attestation d'éducateur spécialisé qui fait que notre personnel a reçu des cours de formation, des cours de base du cours. Puis, parce que pour avoir le diplôme, ça prend des cours exigés par le ministère, qui sont, je ne sais pas, le français, la philosophie et quelques cours semblables. Là. Mais notre personnel, dans un an et demi après, tout le monde avait une formation, avait son attestation d'études en éducation spécialisée. Et à partir de ce moment-là, on engageait seulement des gens qui avaient une formation terminée. OK. Ça a été donc le passage vers la professionnalisation. Puis le secret, pour accélérer, on prenait des stagiaires en éducation spécialisée, puis on essayait de découvrir les meilleurs qui passaient chez nous, puis on les retenait. Okay. Vous assuriez la relève. Ça marche, ça a marché. Puis, dans les programmes, là, j'imagine que l'intervention a dû se qualifier aussi. Donc, il y a eu des programmes là, qui ont donc qualifié cette intervention-là. Mais je pense que vous avez été aussi plus intimement là, lié à un programme de mise sur pied de foyers professionnels. C'est possible? Oui, ça, c'était beaucoup plus tard, par exemple. Ah, d'accord. OK. Je suis arrivé en 72, puis ça, je pense que ça s'est passé en 84 ou 86, une affaire semblable. Je peux dire ça avec réserve, mais moi, c'est dans cette période-là. Mais ça, c'est votre bébé, ça. Ces foyers. La mise en place de foyers parentaux? Ah oui. Ça, c'est une première au Québec, je pense. Ce qui était différent avec une famille d'accueil, c'est qu'il fallait qu'un des deux parents soit un spécialiste. Un professionnel du milieu. Puis, il fallait que les enfants puissent vivre dans la famille, pas à part, mais intégrés à la famille, tout en respectant que les enfants du couple, c'était toujours les enfants du couple. Ce qu'on faisait vivre aux enfants avec la différence, c'est que l'enfant, quand il allait en foyer de groupe, en famille d'accueil, comme ça, c'était que l'enfant savait d'avance qu'il y avait un éducateur, une éducatrice qui était là, qui poursuivrait avec lui sa démarche pour qu'à un moment donné, il puisse être lui-même, pour se développer. Alors, c'était la différence qu'il y avait avec une famille d'accueil. Est-ce que vous avez pu mesurer, les résultats? On n'a pas. Donc, entre... Oui, mais on n'a pas mesuré, mais j'ai été témoin. Il y a quelques mois, j'ai été invité au centre jeunesse parce qu'on soulignait la fête de Lynn Maisonneuve, qui était un des premiers foyers du groupe. Puis il y avait un jeune qui avait gardé un contact avec sa famille, avec cette famille-là, et qui est venu lors du départ de Lynn ici. Ce jeune, il était un enfant vraiment désorganisé quand il avait peut-être 8 ans, 9 ans, 10 ans, je ne sais pas trop, assez désorganisé, et il a gardé un lien avec la famille. Il est venu témoigner sa reconnaissance pour les services rendus. Ça, je pense, c'est extra. Ça, c'est quelque chose, évidemment, qui... Pour tout le monde, pour le foyer,
ça prouve à quelque part qu'il a été capable aussi de garder sa distance. C'était pas sa famille. Mais il a été élevé dans une famille où il s'est réalisé. En fait, c'est la qualité des personnes qu'on retenait. Il fallait vraiment que ce soit des personnes qui soient à l'écoute, qui avaient l'empathie pour les jeunes. Qui étaient des professionnels. Il fallait que ce soit des professionnels. Un des deux du couple, il fallait que ce soit Une professionnel. des grandes qualités, c'est l'empathie, mais ça, d'après moi, si tu ne peux pas être éducateur, peu importe où, si tu n'as pas cette qualité-là. Ça, c'est ce que vous, je pense, c'est ce que vous retenez de plus intéressant, si on veut, ce qui dans votre carrière, dans vos réalisations. Oui, mais il y a eu aussi, à Dominique Savio, la création du centre de jour. Ça aussi, c'était nouveau. Je pense qu'on est probablement les premiers à avoir... À Dominique Savio ou au Carrefour des jeunes de Montréal? Au Carrefour des jeunes de Montréal. D'accord. Là, quand je vous parle, on n'est plus à Dominique Savio, on était rendu au Carrefour. Oui, à Carrefour des jeunes. Oui. Okay. Le centre de jour, qui était quelque chose de particulier aussi, c'est que les jeunes, c'est des jeunes qui présentaient les mêmes problèmes de comportement, mais qui avaient une capacité de pouvoir rester dans le milieu en étant suivis. Puis ils venaient à l'école au centre de jour. Ce qui était nouveau, là, parce qu'habituellement, l'organisation des services, c'était évidemment, les jeunes étaient à l'interne, ils étaient comme c'est ça. pensionnaires. Ça, c'est nouveau. D'accord. J'ai peut-être oublié de vous mentionner qu'en 70, dans les années 72, c'est la période où le ministère a ouvert les portes pour qu'on envoie les jeunes s'intégrer dans les écoles. Dans les écoles. Et ça, ça n'a pas été une période facile parce que il manquait la qualification de personnes pour les assumer dans ces milieux-là. Non, il n'y a pas seulement de les envoyer, mais encore faut-il qu'ils soient accueillis dans les écoles. Puis je vous dirais que moi, je suis commissaire d'école, puis je vous dirais que c'est le même problème aujourd'hui. C'est qu'on intègre des enfants dans des classes, puis on est surpris que ça ne fonctionne pas parce qu'il manque de support clinique. D'accord. Monsieur Denis, c'était fort intéressant. Alors, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Merci. Ça fait plaisir. Merci.